Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous. Alors avant de revenir sur le sujet du jour, c'est les Iraniens qui invitent les gens à caricaturer l'Holocauste en réponse aux caricatures du prophète. Juste avant, j'aimerais vous lire quelques lignes sur le site de Panamza, sur l'affaire Charlie Hebdo. Il y a quelques informations qui me paraissent plutôt pas mal intéressantes. Je ne vais pas tout vous lire, hein, je vous invite à aller sur le site de Panamza. Je vais vous donner le titre de l'article. Coïncidence, le patron d'Hyper Cacher avait cédé son entreprise un jour avant la prise d'otage. C'est vrai que c'est très curieux. Alors, créé en 2012, en 92, pardon, le groupe Hyper Cacher dispose d'un magasin à Vincennes depuis 2010. Fondateur et président du groupe ainsi que de ses filiales. Michel Edmond Bimoun Salem, né le 18 janvier 65. Notons que l'homme est également à la tête de la société financière Salem, créée en 82 et disposant d'un capital de 2,5 millions d'euros. Le 21 janvier, excusez-moi. J'ai les yeux qui pleurent, j'ai mal aux yeux, j'ai attrapé un coup de froid. Le 21 janvier, au lendemain de la visite parisienne du maire de New York, un quotidien américain, le New York Post, a rapporté une information singulière. Le PDG du magasin Cacher a envoyé sa famille à New York en réaction à l'antisémitisme dans Paris. Les journalistes du tabloïd ont été visiblement les seuls à vouloir recueillir le témoignage de Michel Salem et de son épouse. Le patron Hyper Cacher affirme ainsi que ses filles installées avec leur mère à New York depuis avril 2014 sont beaucoup plus en sécurité. L'homme qui prétend songer, pardonnez-moi, I'm sorry, oh je parle anglais. L'homme qui prétend songer à rejoindre bientôt sa famille a déclaré également avoir, par coïncidence, cédé sa participation dans l'Hyper Cacher un jour avant l'attaque. Il a du nez, le gars, hein. Détail supplémentaire rapporté par le New York Post. Il demeure néanmoins le PDG de l'enseigne commerciale. Autre élément d'information à souligner. Bien que moyennement rentable, l'Hyper Cacher était de plus en plus endetté ces dernières années. Tiens, un peu comme Charlie Hebdo, n'est-ce pas? Notamment en 2014, suscite inévitablement... pour cause... l'essor fulgurant de l'immigration des Français en Israël, notamment en 2014, suscite inévitablement à moyen terme une baisse du chiffre d'affaires pour les commerces à destination de la communauté juive. La prise d'otage du 9 janvier, accompagnée par l'encouragement de Netanyahou à partir s'installer en Israël, devrait accentuer cette tendance dans l'année à venir. Qu'est-ce qui explique la cession d'Hyper Cacher un jour avant sa figure emblématique? Mystère. Une seule chose est certaine. Au printemps 2014, Michel Salem avait déjà estimé nécessaire d'entamer un virage personnel avant de le plonger aujourd'hui dans une mutation professionnelle. Au regard des pertes financières que devraient provoquer les prochains départs des Français juifs pour l'étranger, il était temps, in extremis, de tourner la page de l'enseigne Hyper Cacher. Voilà, hein, ça ne sont que des informations, mais il me semble que ce sont des informations qui me paraissent un peu... c'est le New York Post qui en a parlé. C'est vrai que ça paraît très curieux que la veille des attentats, le PDG de l'Hyper Cacher leur dit « Salut les gars, je me casse ». Il parle de coïncidence, moi je ne crois pas au hasard. Ces enseignes, celle-ci entre autres, avaient des problèmes financiers. Est-ce dû là encore au fait du hasard? Il a mis sa famille en sécurité d'après lui, parce qu'il pense que dans ce pays, les juifs sont en danger, alors qu'ils sont la communauté la plus protégée, ils sont bien plus protégés
que le Gaulois qui est né avec cette terre, mais bon, apparemment ce serait... Donc c'est vrai que au-delà de ce qui s'est passé lors des attentats, quand on sait par exemple, et là encore je vous invite à aller sur le site Panamza, ce sera beaucoup plus détaillé que ce que je vais vous dire moi, mais quand on sait que les auteurs des attentats, les frères Kouachi, ont changé de voiture, ont abandonné une voiture devant un magasin cachère appartenant à des ultrasionistes liés directement avec la défense israélienne, etc., etc., et que la voiture est abandonnée devant le magasin, et qu'il n'y a pas un seul média français, je dis bien un seul média français, qui a été tapé devant vous dire bonjour, parce que là vous étiez aux premières loges, dire au présidentiel, vous avez dû voir un petit peu la scène en live, alors qu'est-ce que, dans un moment historique, non, pas un mot. Rien. On a juste vu une affiche, ils ont juste mis une affiche, nous sommes Charlie. Mais c'est très curieux quand même que ceux qui étaient en première ligne, je veux dire, dans les tribunes d'honneur, ne se sont pas exprimés. Je pense qu'ils avaient des choses à dire, hein. Je pense qu'ils ont dû voir des choses quand même. Je veux dire, dans un moment pareil, bon, ils vont nous dire que le magasin était fermé, etc. etc. Donc ça reste très curieux que les choses se sont déroulées dans un endroit où les sionistes sont très très... En France, c'est le 19e, le 20e, c'est vraiment c'est là où il y a la plus grosse communauté juive qui est concentrée, donc beaucoup d'ultra-sionistes qui connaissent très bien les lieux, qui contrôlent bien évidemment beaucoup de choses dans ces arrondissements. C'est une évidence, hein, sans être dans la parano. Euh, sont très discrets, très peu bavards. Euh, c'est vrai que il y a des questions à se poser. Donc j'invite les médias français à aller faire un peu plus, d'approfondir un peu plus leur travail et d'aller voir d'un peu plus près ce que certains ont à dire concernant certains faits qui se sont déroulés au seuil de leur porte, mais personne n'a rien vu. C'est très 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 étonnant. Et ce directeur de l'hypercachère, moi j'avais entendu parler de lui à la télé et j'ai été très surpris de la manière dont on a parlé de son profil et surtout cette volonté de dire oui, il peut plus, il est très très atteint. En gros, oui, c'est pour lui, le magasin sera fermé de manière définitive. C'est pour lui quelque chose de, c'est très très, ce qu'il a vécu, c'est extrêmement lourd. Je sais pas, je sais pas. C'est mon instinct qui me dit pourquoi ils veulent pourquoi est-ce qu'ils nous en parlent de cette manière. Pourquoi ils veulent nous dire qu'il est profondément atteint, ce qui pourrait être, enfin c'est ce qui me semble tout à fait normal. Mais c'est l'angle qui a été pris, et la manière dont ça a été présenté, qui m'a moi un petit peu, j'ai trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux. Je pense qu'en lisant, en ayant lu un peu les détails sur Panamza, je comprends un peu mieux pourquoi on l'a victimisé un peu plus que les autres, et qu'on a en tout cas insisté pour nous dire qu'il va très très mal, ça cachait quelque chose. Donc voilà, c'est très curieux hein, que ce monsieur ait cédé ses parts, il a dit bye bye la veille des attentats. Bon, voilà, ça me rappelle un peu le 11 septembre. Certains, là encore, on nous a parlé de coïncidence. Certains, quand les tours sont tombés, sont devenus millionnaires. Bon, ils sont nés sous la bonne étoile, comme dirait l'autre. Alors on va éviter d'être trop dans la suspicion, parce que là, apparemment, ils ont déclaré la guerre à tout le monde, même aux écoles. Ils ont déclaré la guerre à nos enfants, donc il faudrait essayer de faire attention à ce qu'on dit. Et moi, je voudrais pas avoir Fourest sur le dos. Hein. C'était l'une des plus virulentes. Hein. Fourest qui, elle, a un problème psychologique déjà à la base. Quand tu écoutes Fourest, quand tu observes sa façon de s'exprimer, etc., etc., tu sens qu'elle aussi, elle a subi un attentat quand elle était jeune. J'ai envie de dire, quand elle était petite. À mon avis, il y a quelque chose qui l'a marqué profondément dans son enfance pour être complètement débile. Celle-là, et de traiter tout le monde de débile. De mentir
comme ça impunément, et elle a ajouté, elle est là, elle accuse les gens de complotistes, et en fait elle a amené le complot dans le complot. Parce qu'avec ces histoires de yeux bleus, machin et tout, moi je suis aujourd'hui, avec le recul, je suis persuadé qu'elle l'a fait exprès, en réalité. Elle est venue semer un peu plus le trouble, ou on lui a dit, ou ça lui a été dit en se disant, ah ben elle a répété cette conne parce qu'elle est beaucoup trop conne, possible qu'elle ait été instrumentalisée. En tout cas pour moi, ces histoires de yeux bleus, on a vu ça déjà avec l'affaire Mera, et je pense que c'est où elle a répété ce qu'on lui a dit, sans le vérifier, c'est débile, parce qu'elle est vraiment débile. Hein. Vraiment, je pense qu'elle a eu un choc psychologique. Je pense que dans son entourage, il s'est passé quelque chose de... Et c'est pour ça qu'elle est comme ça aujourd'hui, complètement hystérique, elle a une haine viscérale à l'égard de l'islam, des musulmans. Non, elle a un vrai problème psychologique, c'est évident. Donc j'ai ma petite idée, mais je garderai ça pour moi. Et donc je pense qu'elle est venue apporter le flou dans le flou. Bref, donc voilà. Donc aujourd'hui, il nous est interdit de porter la moindre critique à l'égard de l'équipe de Charlie Hebdo. Sinon, tu es traité de... Moi, Charb et sa clique, c'est une bande de lâches qui n'ont cessé d'essayer de faire du fric sur, entre autres, la communauté musulmane ces dernières années, parce que ça fait vendre. Ils travaillaient pour le pouvoir. Ils n'ont pas hésité à tuer socialement Ciné, par exemple. Ce sont des gens qui faisaient très peu de caricatures concernant l'État israélien et d'autres sujets sensibles, c'est-à-dire la religion absolue, la Shoah. Voilà, donc c'est-à-dire que moi j'ai pas besoin qu'il fasse des caricatures sur la Shoah pour que ça m'excite, mais je dis quand on se prétend être un journal subversif et être des rebelles et de tout caricaturer, je me dis non, vous ne caricaturez pas tout, c'est pas vrai. Donc vous êtes une petite bande de crasseux, de merdeux. En fait, Charb et ton équipe, hein, vous étiez une bande de merdeux. Moi, je vous emmerde profondément. J'en ai rien à faire de ceux qui veulent me demander de me plier face à leur prophète qui s'appelle Charlie. Vous êtes des crasseux. Et le gouvernement français aujourd'hui est à l'image de ce que vous êtes. Il tente de faire taire les Français, de toucher de toucher à nos, comment dire, à nos, bref, je trouve pas le mot, toujours un problème avec ce mot-là, je sais pas pourquoi, à nos libertés individuelles, toujours le mot, j'ai un problème avec le mot liberté, je sais pas pourquoi, il a toujours du mal à sortir, même lui, il veut pas sortir de mon corps. Donc nos libertés sont en train d'être touchées, on est en train d'instaurer une dictature qui est de plus en plus évidente, qui se voit en tout cas de plus en plus sur le dos de crasseux. Donc moi, hors de question que je la ferme. Je le dis haut et fort, Charb et son équipe sont une équipe de crasseux, de merdeux, que j'emmerde profondément. Rien à foutre qu'ils sont morts aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi je pleurerais. Je sais pas ce que les médias et les politiques me demandent de verser une larme. Je vais chialer, je vais verser une larme. Pour eux, c'est de la merde. Ils ont été de la merde et qui finissent dans la merde. Voilà, je le dis clairement. Et on voit aujourd'hui, quand on s'en prend à des gamins de l'âge de 8-9 ans, c'est juste insupportable. Et je me dis que c'est bien dommage que les gens ne se rendent plus compte de ce qui se passe dans ce pays, en tout cas pour beaucoup enfin bref, voilà. Bref, je devais en parler 3 minutes, j'en suis déjà un quart d'heure. C'est vous dire un peu la place que ça prend, la place qu'on a donnée à Charlie, cette bande de crasseux, des crasseux en fait, voilà, c'est tout. Je voudrais, finalement, je crois que je vais parler finalement beaucoup moins des caricatures proposées par l'Iran. C'est pas grave, c'est comme ça. En même temps, c'est lié, hein, je veux dire, quelque part, ils appellent à caricaturer l'Holocauste. Je ne vois pas le rapport, mais enfin bref, pour répondre aux caricatures de Charlie Hebdo, si ce n'est de nous dire que derrière c'est les Israéliens. Voilà, c'est tout. C'est le seul rapport que je peux y voir, c'est que les Iraniens nous disent les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, c'est les Israéliens. Autrement, je vois pas le rapport. Et je me dis, ils sont quand même bien culottés ces chiites, parce que alors pour le coup, Charb et sa petite équipe, ils sont certainement beaucoup plus respectueux que vous à ce niveau-là. J'ai déjà pas beaucoup de respect pour ces crasseux, vous l'avez compris.
hein, pour leur lâcheté et d'avoir fait leur beurre sur le dos de l'islam, et de caricaturer Dieu, pureté à lui, les prophètes, Marie, etc., etc. Donc voilà, l'Église, l'islam, mais très peu, voire jamais, le judaïsme, etc., etc. Et donc je me dis, ils sont bien plus respectueux que ces chiites qui veulent caricaturer l'Holocauste, parce que je vous rappelle quand même que c'est quand même vous, les chiites, qui ne respectez pas notre bien-aimé Mohammed, insulté, dénigré, calomnié, et souhaité l'enfer à ses compagnons, en l'occurrence Omar, anhu, Omar et Abu Bakr, que Dieu les agrée, et Aïcha, anha, la femme du prophète sallam. Donc je me dis, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Comment vous voulez répondre aux caricatures alors que vous êtes conscient de l'existence, vous êtes conscient de ce que c'est, de ce qu'est l'islam, vous connaissez le prophète, salam, vous connaissez son histoire, en tout cas celle des compagnons et celle de ses épouses, et vous insultez le prophète et sa famille et ses compagnons. Donc moi, je vous le dis comme je le pense, hein, j'ai bien plus de respect, je le dis parce que je ne veux pas que mes propos soient déformés, j'ai déjà aucun respect pour Charlie Hebdo, mais j'ai quand même plus de respect pour eux que pour vous. Je vous le dis clairement. Les Iraniens qui ont été financés pendant 8 ans, pendant la guerre Iran-Irak, à 80% par les Israéliens. Ça aussi, ce serait peut-être bien de le noter, parce que quand je vois certains qui se réjouissent en envoyant des commentaires, oui, le Hezbollah a tué 2 Israéliens, a fait 7 blessés, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose chez beaucoup de musulmans. Voilà, tu tues un Israélien, t'es le roi de la terre. C'est-à-dire que les chiites, ils ont tué je ne sais pas combien de centaines de milliers de musulmans, on va dire sunnites, parce qu'à cause d'eux, on est obligé ils sont une minorité en islam. Enfin, moi, je ne les reconnais pas en tant que musulmans, mais c'est personnel. Hein, c'est pas, et on est obligé, nous, le restant des musulmans, de se qualifier de sunnites. Ils ont tué beaucoup plus de musulmans que d'Israéliens, mais ils vont te dire vive Israël. Vive le Hezbollah, pardon. Financé par l'Iran, etc., etc. Voilà, je passe les chiites en globalité. Voilà. Et je vais finir d'ailleurs là-dessus. Je suis allé, moi, donc je pense que vous avez compris, hein, je veux dire, de qui se moque-t-on, hein, de qui se moque-t-on, appelé à caricaturer l'Holocauste. C'est ce que demandent les Israéliens. Hein. Ce que demandent les Israéliens, c'est ce que demande l'influence juive internationale, dont celle qui existe en France. C'est ce qu'ils veulent. Hein. Ils ont besoin ils ont besoin de cela. Qu'on nie les chambres à gaz, etc., etc. Et ils disent, voilà, c'est exactement ce qu'on a besoin. Donc je me dis, à quel jeu jouer exactement en réalité ces chiites qui viennent verser une larme sur le prophète salam et qui le dénigrent, insulte ses compagnons et son épouse Aïcha. Donc c'est assez marrant. Alors moi je suis allé au Liban et en Syrie accompagné de Thierry Messant, Dieudonné, Soral, Marc Georges, Frédéric Chatillon. Voilà. Donc à un moment donné, nous sommes allés rencontrer des hauts responsables du Hamas, dont on a un endroit très impressionnant, difficile d'accès, pour ne pas dire impossible de rentrer. Voilà, donc c'est gardé par l'armée, etc., etc. Donc c'est tout à fait normal. Donc dans des locaux, voilà, c'est très 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 gardé, c'est très impressionnant. L'immeuble de l'extérieur est tout marbré, etc., etc. C'est pour vous dire un petit peu le. Donc on a rencontré des gens intéressants, etc., etc. Et donc à un moment donné, la discussion s'est entamée, etc., etc. Une discussion de manière plutôt à l'aise. Et je me souviens d'ailleurs dans le bureau, j'avais pris des photos. Donc on était face à un des grands responsables du Hamas. Il y avait un drapeau du Hezbollah. Ça m'avait un petit peu titillé, mais je me suis dit bon voilà, c'est des relations. Voilà, les choses ne sont pas si simples que ça. Les chiites, par exemple, sont réellement les ennemis des Israéliens. D'ailleurs, moi en Syrie, comme au Liban, j'ai entendu des hauts placés chrétiens qui me parlaient de juifs, pas de sionistes. Moi, quand j'ai posé la question, je me suis dit, attendez, mais vous parlez sionistes ou juifs? Je me suis dit, attendez, vous en France, vous dites sionistes, nous ici, on parle juif. Nous, dans la frontière israélienne, on sait qui sème la merde ici, ce sont les juifs. Donc, moi, j'étais très étonné déjà de l'agressivité de certains chrétiens haut placés qui disaient marre de ces juifs. Après, ils vivent le conflit de plus près, etc., etc. C'est pas à moi de porter, voilà. Et donc, à un moment donné, je pose une question. Alors, je ne sais plus en quel terme, donc je vais pas, peu importe. Et donc, il se passe un moment de malaise. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
je m'aperçois que le gars m'explique qu'il est chiite. J'ai plus exactement le... euh, est-ce qu'il me dit je suis chiite ou est-ce qu'il me dit nous sommes chiites au sein du Hezbollah. Donc, voilà, je vous avoue que j'ai plus les choses en mémoire de manière précise. Mais, et là je m'en souviens très bien, et là, je me dis, merde, je viens voir des gens du Hamas dans ma tête. Vous savez, la machine humaine, le cerveau, il tourne très très vite. Hein. Donc on peut se poser 1000 questions dans la demi-seconde. Et là, je me dis, il y a quelque chose que je comprends pas, ça bug. Je me dis, attends, on est venu voir les gens du responsable du Hamas, et là on me dit que je suis dans le QG des chiites. Lui, il parle comme un représentant des chiites. Et là, je comprends pas. Et d'où la, la remarque, pour pas dire la calomnie de Marc Robert sur Meta TV, qui expliquait que oui, Ahmed, il a découvert en 2006 que, en tant que musulman, il a découvert l'existence des chiites. Bon, euh, voilà. Non, c'est juste Châtillon qui est un gros déconneur. Euh, qui s'en est amusé, parce que moi j'ai laissé aussi, c'est-à-dire que moi dans la discussion je pose une question, et là je mets un malaise, parce que à ce moment-là, il me répond, oui on est chiite, et donc moi dans ma tête ça bug, je me dis, et donc à ce moment-là, de manière instinctive je me dis, voilà, laisse couler, passe pour un pitre, c'est pas grave, passe pour un naïf, mais voilà, c'est préférable dans ta position de ne pas montrer de malaise. J'ai fait comme si que je m'étais. Voilà. Mais dans ma tête, je me dis, attends, c'est quoi ça? Je comprends pas. Et voilà, donc, c'est quelque chose qui me turlupine depuis des années, et je me dis, je commence à avoir un véritable problème également avec le Hamas. Quoi. Je me dis, je comprends pas. Déjà, je comprends pas comment le Hamas ne fait que se défendre seulement. Il n'attaque jamais. Euh, ils se défendent seulement quand ils sont lourdement attaqués. Je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier à chaque fois la population et moi, là, je parle des hauts responsables, hein, parce qu'il se peut même qu'au sein du Hamas, il y a des gens sincères, et j'imagine. Mais là-haut, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne par là. Il y a des fonds qui arrivent, je ne sais pas d'où ça vient, qui sont iraniens, chiites, qui sont chiites. C'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai vérifié. Hein. J'ai compris qu'il y avait au minimum, une très très grande relation chiito-Hamas. Ce qui, pour moi, déjà n'est pas normal. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Et je vous dis, on a rencontré des gens du Hamas et le mec se revendique. Il parlait en tant que chiite, quoi. Et voilà, c'est là où je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe? D'où, c'est après, Châtillon, tous les médias que j'ai rencontrés là, depuis ces derniers mois, passer leur temps à essayer de me tirer les verres du nez. Châtillon, et là, très dernièrement, il y a deux grands médias, je ne citerai pas, qui m'ont contacté en me demandant quelle est la position de Noémie Montagne concernant la dissidence. Je ne suis pas le bureau d'enseignement, les gars, parce que je sais qu'ils écoutent mes vidéos. Moi, je ne suis pas ici pour aller baver. Je ne ferai pas comme du Denis Soral qui ont tenté de me faire passer pour quelqu'un qui soutient les égorgeurs, etc. etc. Parce qu'un jour, j'ai défendu quelqu'un qui avait mangé le cœur d'un Syrien. Et on m'a dit, regardez Ahmed, nanana, il a complètement basculé et dérivé. J'étais juste en train d'expliquer une situation. J'ai dit, vous êtes en train de mentir, ER, vous êtes en train de mentir, etc. Vous mentez sur votre site. Cet homme-là, c'est quelqu'un qu'une journaliste française a rencontré. D'accord. Et elle a donné des explications sur cet homme-là. Et aujourd'hui, j'entends encore des gens qui, à la télévision, hier encore, on sortait cet exemple-là. Oui, des gens qui mangent le cœur de... Le mec, c'était quelqu'un qui avait été rencontré par une journaliste. Et par la suite, elle a vu des images de quelqu'un qui a ouvert le cœur, la poitrine de quelqu'un, il a fait comme si il mangeait le cœur, me semble-t-il, ou il l'a mangé, enfin il l'a mangé, en tout cas, peut-être il l'a croqué, peu importe, à la limite, j'en ai rien à faire. Et donc elle a été très étonnée. Elle a dit, mais attends, cet homme-là, je le connais, je l'ai rencontré. Je l'ai interviewé, c'est quelqu'un de très gentil. Elle était très surprise, en fait. Elle s'est dit, comment il a pu faire ça alors que j'ai rencontré quelqu'un qui était complètement à l'opposé de ce que je vois là. En fait, ce que les gens ne disent pas, c'est que cet homme-là, on a tué sa famille. Les chiites, ils ont tué sa famille.
Ils ont violé sa femme, ils l'ont abattu, ils l'ont battu, torturé et tué. Moi, c'est pas son cœur que j'aurais mangé. Je l'aurais mangé entièrement. Je mets un an s'il faut, je cuise même ses ongles. Je les cuis, je le cuis par petits peu, je le mange. Voilà ce que j'ai expliqué. J'ai dit, attendez, ça n'a rien à voir ni avec l'islam, ni avec une quelconque religion. Hein. C'est un homme qui a pété un câble. Pourquoi il a pété un câble? Toi, on te vole ton poste, t'es prêt à tuer tout le monde. On a torturé sa femme, violé sa femme devant lui, et tué sa femme et ses enfants. Le mec, il a pété un câble. Il a chopé l'un des auteurs, il lui a ouvert le cœur. Voilà. Vous allez me dire, oui, alors, ça justifie quoi? Mais toi, tu as le ventre plein. T'as le ventre plein, t'es là en train de philosopher. Moi, je me remets dans le contexte. J'essaye au moins de me mettre à sa place. De me dire, waouh, ce qu'il a vécu, c'est chaud. Il n'est pas prophète, lui, pour dire, oh Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le mec, il a dit, je te plonge ton cœur. T'as violé ma femme devant moi, tu l'as torturée, et tu l'as massacrée. Oui, Ahmed, il est là, il soutient les égorgeurs. C'est juste incroyable. Bref, j'ai perdu un petit peu le fil du. C'est pas grave, je discute avec vous. Et donc, pardon. Donc voilà, donc je trouve très curieux. Enfin, voilà, j'étais en train de dire, voilà, donc j'ai donc été très surpris de découvrir que ceux qui représentent, en tout cas une partie de ceux qui représentent le Hamas sont chiites. D'accord? Donc le Marc Robert a rigolé. Ahmed, non, Ahmed, il pensait à autre chose. Toi, tu étais à des années-lumière de ce à quoi moi je pensais. D'accord? C'est toi qui découvres le monde chiite. C'est juste. D'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu avec Dieudo, puis après, bon, la discussion, on est resté là. Mais je lui dis, attends, il y a un problème, Dieudo. Je lui dis, attends, les mecs, tu me dis, ils sont chiites. Je comprends pas. Moi, c'est pas chiite, parce que les chiites, il faut juste que je t'explique un petit peu la différence entre cette petite minorité dits musulmans, que les musulmans en général ne reconnaissent pas, que l'on tolère, mais là, il y a un problème. Hein. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe là. Je suis. Dieudo m'a dit oui, non, il ne comprenait pas, mais bon, pardon, c'est tout à fait normal, je veux dire, il n'a pas la même sensibilité que la mienne, etc., etc. Quand moi à l'époque je leur disais la laïcité est une religion, la démocratie est une religion, Soral était complètement hystérique. Ouais, qu'est-ce que tu racontes, tu mélanges tout, toi tu es passionné, dès que tu parles de l'islam, tu es passionné. Hein. Je dis, mais toi, le chauve, je te dis juste que leur démocratie est une religion qui va leur poser. Et moi je le sens en tant que croyant. Toi tu crois pas, bah, forcément tu n'as pas la même vision des choses que moi. Voilà, donc c'est pour vous dire. Puis aujourd'hui ils sont tous devenus, ils appellent tous à Jésus. Et donc tout ça, je me dis, puis à quoi jouent tous ces gens? Et donc là, les Iraniens appellent à caricaturer, l'Holocauste en réponse aux caricatures du prophète. Je me dis, c'est à quoi vous jouez, comme à quoi vous jouez, à quoi joue le Hamas. Je ne comprends pas. Je trouve très curieux cette façon d'agir du Hamas. Je me demande si finalement le Hamas c'est pas un peu comme la dissidence quelque part. C'est-à-dire que voilà, ils donnent le sentiment de combattre le pouvoir, mais en fait ils sont le pouvoir. Voilà. Vous savez, hein, pour tenir le pouvoir, il faut créer le contre-pouvoir. Si vous ne contrôlez pas, au minimum, vous ne contrôlez pas le contre-pouvoir, vous allez finir par... ça va vous causer des problèmes à un moment donné. D'accord? Donc je me dis, le Hamas, est-ce que finalement, ils ne sont pas quelque part les alliés de ceux qui... les alliés de leur ennemi? Je vous dis, Iran-Irak, pendant 8 ans, 80% de l'armement iranien a été vendu par les Israéliens, c'est pas les seuls, hein. La France, la Suisse, etc., d'autres pays, mais 80%. C'est-à-dire que les mecs, ils s'arment, ils acceptent l'armement de leurs ennemis pour aller taper sur leurs frères. Ça ne vous pose pas de problème. Donc je me dis, tout ce que tu as pu voir, Ahmed, tu ne l'as pas vu de manière hasardeuse, c'est ton cheminement, c'est ta destinée, tu n'as absolument rien demandé. Tu es allé là, Dieu t'a montré les choses. Voilà. Comme ça, c'est pas on t'a dit, machin, t'as vu. Et effectivement, j'ai constaté que le chiisme était très présent. Et je me dis, c'est très curieux quand même qu'il soit aussi présent, aussi proche, pour essayer d'être le plus vigilant possible, d'être aussi proche du Hamas que cela.
Donc voilà, c'était un peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. À quoi jouent les Iraniens? Vous êtes bien gentil à appeler à caricaturer l'Holocauste pour venger, hein, le prophète sallam, il n'a pas besoin de ça, le prophète sallam. La meilleure des réponses que nous pourrions donner, et là je m'inclus, moi le premier, c'est d'être ce qu'était le prophète sallam. Enfin, d'être ce qu'il était, on ne sera jamais ce qu'il était, mais c'est de s'approcher au mieux de ce qu'il est, c'est-à-dire dans le comportement de tous les jours. Et les gens finiront par se rendre compte que, comme beaucoup de gens le voient, de toute façon, les gens n'ont pas peur des musulmans en règle générale. On crée une psychose, mais je veux dire, dans la vie de tous les jours. Voilà, voilà. Donc les Iraniens, c'est bien beau, hein, votre appel à caricaturer l'Holocauste. Ça s'arrête aujourd'hui, jusqu'au 2 février. Moi, je pense que vous devriez faire une conférence mondiale et poser la question pourquoi au sein de votre dogme vous insultez le prophète, salam, vous ne le reconnaissez pas en réalité. Vous avez fait ce que vous voulez, hein. Moi je demande à personne de reconnaître le prophète. Mais vous dites la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. D'accord? Alors qu'en fait vous ne le reconnaissez pas, vous insultez ses compagnons et vous insultez, calomniez sa femme Aïcha. D'accord? Donc vous n'avez pas de leçon de morale à donner à Charb. Je vous dis Charb, pour moi Charb et son équipe de crapuleux, de merdeux, c'est de la merde en fait, c'est de la merde, c'est des lâches. C'est comme la dissidence, ils donnaient le sentiment de combattre le système, voilà, ils sont avec le système, mais ils ne sont pas croyants. Ils ne croient pas à l'islam, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas au christianisme, au judaïsme, ils croient en rien. En fait, ils croient en rien. Hein. D'accord. Donc on se dit, bon, on peut comprendre leur logique. On peut pas, ça n'excuse pas ce qu'ils étaient et ce qu'ils ont pu faire, d'accord? Sur le plan humain, moralement, etc. Celui qui a un minimum de savoir-vivre, de morale, etc. Il dit attends, c'est bon quoi. On va insulter ferme-la, d'accord? Mais les chiites se disent faire partie de la communauté musulmane et ils insultent le meilleur des hommes. Alayhi salatu wassalam, paix et salut de Dieu sur lui. Celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, pour l'humanité, c'est-à-dire pour le musulman et le non-musulman. Et ils l'insultent. Ils insultent ses compagnons et sa femme. Ils souhaitent l'enfer à Abu Bakr et Omar et Aïcha. Donc franchement, vous n'avez pas de leçon de morale à donner à Charb. Commencez à balayer devant votre porte et vous verrez, ça commencera à devenir un peu plus clair. Bon voilà, bref, j'avais envie de vous parler de tout cela. Je vous salue.